Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur Nurea TV, je suis Guillaume, je suis très content de vous retrouver pour cette troisième émission Témoignages extraordinaires, une émission qui vous appartient les Nuréens puisque c'est vos témoignages, ceux que vous nous avez envoyés, que nous allons diffuser ce soir, donc installez-vous tranquillement pour découvrir tout ça les amis. Avant que nous ne démarrions, je vous rappelle que vous pouvez vous aussi, si vous le souhaitez, et si vous avez vécu des histoires qui méritent d'être partagées, mystérieuses, intrigantes, étranges, inexpliquées, bref, vous l'aurez compris, si vous avez vécu des histoires qui dépassent l'entendement, vous pouvez les partager avec nous dans ces émissions Témoignages extraordinaires. Pour ça, c'est très simple, vous faites une petite captation vidéo avec un smartphone, avec votre webcam, vous nous racontez votre histoire, si possible, évitez de dépasser les 10 minutes pour qu'on puisse diffuser un maximum de ces témoignages. Vous nous envoyez ça par mail ou par WeTransfer à l'adresse contact@nurea.tv. On fera une petite sélection pour la prochaine émission, la numéro 4, qui sera diffusée dans les mois à venir. Et on vous invite, si vous avez envie de partager ces récits, à le faire. Voilà, vous connaissez la marche à suivre. Ce soir, nous allons découvrir 9 vidéos qui nous ont été envoyées par des Nuréens. Et on démarre tout de suite avec la vidéo que nous a envoyée Mathieu. Mathieu est infirmier, c'est aussi un Nuréen de longue date. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de côtoyer le chat ou le forum Nurea TV, je pense que vous avez déjà pu profiter de son sens de l'humour et de sa très bonne humeur. Ce soir, Mathieu nous relate 3 expériences en lien avec son activité en milieu hospitalier. Je vous invite à les découvrir et je dis un grand merci à Mathieu pour ces témoignages très touchants. Coucou tout le monde, bonjour à tous les Nuréens que je connais, bonjour aux modérateurs que j'embrasse et bonjour à Nora et Guillaume que j'embrasse aussi. Je voulais vous parler aujourd'hui du métier d'infirmier que j'exerce depuis 7 ans maintenant. En 7 ans de travail, j'ai eu l'occasion de travailler dans beaucoup d'endroits différents, dans beaucoup de services. Et il y a des choses qui m'ont interpellé au plus profond de moi-même sur le rapport entre la vie et la mort, sur le rapport entre la conscience et la mort. Et je voulais vous parler de ces choses qui m'ont interrogé au plus profond de moi-même. C'est vrai que quand j'ai commencé ce métier d'infirmier, je savais pas, j'avais aucune idée si vous m'aviez demandé avant de commencer ce travail s'il y avait une vie après la mort ou pas, j'aurais été incapable de vous formuler une réponse. Et aujourd'hui, mon intime conviction, ce serait de vous dire que oui, il y a quelque chose après la mort, parce que j'ai vu des choses qui m'ont trop questionné pour pouvoir me dire qu'il n'y a rien après la mort. Et on est beaucoup dans ce cas-là d'infirmiers, d'infirmières, à pas avoir d'a priori sur le sujet, et à force de travailler aux côtés de la mort, on est obligé de revoir nos convictions les plus intimes. D'ailleurs, il y a un film que je vous invite à regarder qui est Thanatos, l'ultime passage, et dans ce film il dit quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est que les médecins, ils ont un rapport différent de la mort de nous, les infirmiers ou les aides-soignants. Parce que les médecins, ils sont pas là à prendre la main de quelqu'un qui est en train de partir. C'est souvent les infirmiers et les aides-soignants qui sommes là au dernier moment de la vie de quelqu'un. Et la première histoire que je voulais vous raconter, c'était une patiente qui avait une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Je travaillais en cancérologie en région parisienne à l'époque, et elle avait un cancer en phase terminale, un cancer généralisé, et son état était en train de se dégrader petit à petit. Et elle m'avait confié que la chose la plus importante pour elle, c'était que sa fille ne la voit pas dans cet état-là, que sa fille ne la voit pas mourir. Sa fille, elle habitait à Londres et elle à Paris. Elle était bien sûr au courant que sa mère était hospitalisée, qu'elle était dans un état très grave. Et le lendemain de la déclaration de sa mère me disant qu'elle veut pas que sa fille la voie mourir dans cet état-là, l'état de la mère s'est dégradé. En quelques heures, ça a été assez rapide. Son état de conscience est devenu quasi nul, c'est-à-dire que elle était dans son lit, mais elle réagissait plus du tout. Même quand on la touchait, quand on lui parlait, on voyait qu'il y avait vraiment plus personne, elle était dans un état totalement comateux. Et on a appelé sa famille en disant qu'elle était en train de partir, qu'elle était en train de vivre ses derniers moments et qu'il fallait venir la voir. Et entre autres, on a appelé sa fille pour lui dire de venir aussi, que sa maman était en train de partir, qu'il fallait qu'elle prenne un billet d'avion ou un billet de train pour venir rapidement la voir. Et je répète que elle était
plus du tout consciente et que ça se voyait quoi. Enfin, c'était évident. Il y a une première partie de sa famille qui est venue la voir dans la journée. Je pense que sa famille lui a dit que sa fille allait venir, même si elle était plus consciente, même si elle était peut-être plus capable de l'entendre ou de le comprendre. Je pense qu'il y a une partie de sa famille qui a dû lui dire. En tout cas, du coup, sa fille a pris un billet de train pour venir voir sa maman en train de partir. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire que moi j'explique pas et que je suis incapable d'expliquer encore aujourd'hui et que on a tous été sur le cul, on a tous été ébahis. Parce qu'en fait, sa fille, elle est arrivée, elle a franchi les portes de l'hôpital, et c'est à ce moment-là que sa maman est morte. Euh, c'est quelque chose, j'en reviens pas encore aujourd'hui quand j'en parle. C'est comme si la conscience de sa mère avait été en dehors de son corps et qu'elle avait vu la fille arriver à l'hôpital et qu'elle était morte à ce moment-là pour réaliser son dernier souhait, pour pas que sa fille puisse la voir dans cet état-là. Vraiment, sa mère n'avait aucune indication, elle était dans un état comateux, elle était incapable de la voir arriver, et pourtant elle est partie quand sa fille a franchi les portes de l'hôpital. Et ça, c'était quelque chose de très touchant, de très émouvant, et qui remet en question, enfin pour moi en tout cas, ce qu'on sait de la vie et de la mort. La deuxième histoire que je voulais vous raconter, c'est l'histoire d'une petite mamie qui était aussi en fin de vie. Elles sont pas très joyeuses mes histoires, je suis un peu désolé de vous raconter des histoires qui sont pas forcément très joyeuses. Euh, c'est une petite mamie dont je m'étais occupé le matin, je lui avais fait tous ses soins. Elle était encore assez bien, elle était encore consciente, elle était encore éveillée. Mais on savait que dans les heures ou les jours à venir, bah, elle allait partir, elle allait mourir tranquillement, quoi, parce qu'elle était atteinte de pathologies assez graves et que la situation se dégradait. Euh, et dans la matinée, je me suis rendu compte que, après avoir fait ces soins, j'avais perdu ma feuille de transmission. Alors la feuille de transmission, c'est quelque chose sur lequel on met des données confidentielles sur les patients. Il y a des données qui sont du secret médical. Donc habituellement, je fais très attention où je mets cette feuille-là pour pas que y ait des données qui aillent n'importe où dans le service, pour pas qu'un patient se retrouve avec des données médicales dans les mains qui sont pas à lui. C'est hyper important d'être vigilant vis-à-vis de ça. Et là, dans la matinée, je me rends compte que j'ai perdu cette feuille et bizarrement, je me dis bah c'est pas grave, je vais bien la retrouver, elle doit être quelque part, je vais la retrouver à un moment donné. Et les heures passent, je suis toujours au boulot et j'ai toujours pas ma feuille de transmission. Et puis à un moment donné, j'ai un déclic dans ma tête. J'étais avec une étudiante infirmière et je regarde mon étudiante et je lui dis tiens, mais je sais où j'ai perdu ma feuille de transmission. Elle est dans la chambre de la petite mamie dont on s'est occupé ce matin. Et si je l'ai perdue et si je m'en souviens maintenant, c'est parce que elle doit avoir besoin d'aide et il faut qu'on aille la voir parce que si ça se trouve, elle est en train de rendre son dernier souffle et elle a personne pour être là pour elle. Trop bizarre. Mon étudiante me regarde genre mais il est taré, enfin il est fou, il y a quelque chose qui va pas dans sa tête. On se dirige vers la chambre de la petite mamie et on ouvre la porte de la chambre et là on voit immédiatement qu'effectivement elle est en train de rendre son dernier souffle. Et il y avait son fils à côté, qui avait une soixantaine d'années, et qui se rendait pas compte que sa maman était en train de partir à l'instant là. Donc je vois son fils et je lui dis écoutez, il y a votre maman qui est en train de partir, et il faut que vous lui preniez la main, elle est en train de vivre ses derniers instants. Et on sort de la chambre, et 2 minutes plus tard, il y a son fils qui vient nous voir en disant bah ma maman elle est partie quoi, elle respire plus. Et c'est comme si je l'avais entendu dans ma tête. Enfin, c'est quelque chose d'absolument incroyable parce que j'avais aucun élément qui me permettait de me dire que cette petite mamie elle était en train de partir à cet instant-là. Ça faisait plusieurs heures que j'avais pas été dans la chambre. Je savais pas que son état s'était dégradé à ce point-là. Et pourtant,
C'est comme si elle était en dehors de son corps et qu'elle était venue me souffler. Viens me voir parce que je suis en train de partir et que il y a mon fils à côté et mon fils il se rend pas compte que je suis en train de partir. Faut qu'on vienne lui dire quoi. Ça a été ça a été quelque chose de très touchant. Enfin, et quelque chose que j'explique pas. Et on peut ne pas me croire, on peut parce que c'est juste un témoignage, on peut me prendre pour un fou. En tout cas, moi je sais que je l'ai vécu et que ça a été un bouleversement quoi. Ça a été très touchant. Et la troisième histoire que je voulais vous raconter, c'est une histoire un peu plus joyeuse, parce que j'aime beaucoup rigoler. J'ai besoin de rire moi dans la vie. Faut que je rigole. Je dis toujours qu'une journée sans rire, c'est une journée perdue. Et je travaillais dans une maison de retraite. Et j'étais avec une petite mamie avec qui j'aime beaucoup rigoler, mais qui a Alzheimer. Et du coup, qui a des gros troubles de la mémoire. Elle a du mal à se souvenir de ce qu'on lui dit, c'est compliqué. Mais il y a vraiment une complicité entre elle et moi. On aime bien rigoler. Enfin, je l'adore cette mamie-là, quoi. Et un jour, elle avait une obsession. C'était son mari. Et son mari, il est dans la même maison de retraite que elle. Il est dans une chambre à côté, mais elle l'oublie assez souvent. Du coup, elle s'inquiète pour savoir où il est, qu'est-ce qu'il fait. Et ce jour-là, elle était en boucle. Elle arrêtait pas de me dire, il est où mon mari? Alors à chaque fois, je lui disais, bah votre mari, il a la sieste, il est en train de dormir dans sa chambre. Une minute plus tard, il est où mon mari? Et bah votre mari, il a la sieste, il est en train de faire la sieste. Une minute plus tard, il est où mon mari? Et ça n'arrêtait pas, voilà. Et au bout d'un moment, je me dis, bon bah autant rigoler, je vais lui raconter une connerie et puis on va voir ce que ça va faire. Alors je lui dis, bah votre mari, est-ce qu'il serait pas avec une autre bonne femme? Et là, je la vois, elle commence à rigoler, le sourire, et elle me dit, oh vous êtes un coquin, je vois que vous racontez des bêtises, hein. Et du coup, elle se met à me parler d'autres choses. Elle arrête d'avoir cette obsession vis-à-vis de son mari, ça la fait rigoler, elle parle d'autres choses. Et moi, je suis pris de remords quand même, parce que je me dis que je l'ai fait rigoler sur un truc qui était pas forcément drôle en fait. Et c'est vrai qu'avec les personnes Alzheimer, on sait jamais ce qu'elles vont retenir ou pas. Elles ont vraiment des gros troubles de la mémoire. Des fois, elles retiennent des choses qu'on pensait qu'elles retiendraient pas. Des fois, c'est l'inverse. Et je suis pris de remords en me disant, j'étais pas très professionnel et j'ai juste voulu rigoler et j'ai dit une connerie et ça aurait pu avoir d'autres conséquences, quoi. Et je regarde beaucoup les émissions sur Nurea. Et en particulier, j'avais regardé une émission de Laurent Boulanger pas longtemps avant qui disait si jamais vous avez un questionnement dans la vie, il faut demander des réponses à l'univers. Faut pas hésiter à demander est-ce que je sais pas ce que vous avez fait bien, est-ce que vous êtes dans le droit chemin. Vous avez le droit de poser des questions et de demander des réponses. Et mon obsession du jour, c'est que j'avais des remords sur le fait d'avoir fait rire cette petite mamie sur des choses qui n'étaient pas forcément drôles. Peut-être que j'avais abusé un peu, peut-être que j'avais été un peu trop loin dans mes propos. Et moi, à la base, je crois pas forcément aux guides, je crois pas forcément aux messages qu'on peut recevoir de l'invisible. Parce que je demande qu'à y croire, hein, mais je demande que des preuves, hein, et j'avais jamais eu aucune preuve avant ça de croire en ces choses-là. Je rentre chez moi, et c'est toujours une obsession, je me dis, mais c'est quoi les limites du rire? Est-ce que j'ai bien fait de rigoler avec elle? Est-ce que j'ai pas abusé? Est-ce que je rigole pas trop? C'est mon questionnement, et c'est mon obsession à moi. Et j'ouvre un journal et il y avait un article, je sais plus de quoi ça parlait, je crois que ça devait être un humoriste, parce que j'avais envie de me questionner sur le rire. Et il y avait marqué, c'est à mourir de rire. Et c'est comme si, et je lis cette phrase, et c'est comme si dans ma tête, on m'avait dit, relis cette phrase que t'as sous les yeux. Alors je relis, c'est à mourir de rire. Et je fais oui, bah, c'est à mourir de rire, quoi. Et on me dit, mais relis ce que t'as sous les yeux, c'est ta réponse. C'est à mourir de rire. Et là, je relis et je comprends ce que j'ai sous les yeux. Et en fait, c'est à mourir de rire. Il faut le décomposer. Ça veut dire c'est amour, rire, de rire. Et en fait, rire, pour le fait de rire, c'est de l'amour. Et quand j'ai reçu ce message-là, j'étais trop touché.
Et vous pouvez vérifier sur internet, je pense que c'est un message que jamais personne a jamais reçu. Et souvent, les guides, ils communiquent avec des jeux de mots comme ça pour nous faire comprendre les choses parce qu'ils ont aussi beaucoup d'humour. Et c'est à mourir de rire, c'est quelque chose qui m'a bouleversé au plus profond de moi-même. Et je me suis dit que peut-être effectivement qu'il y avait des guides qui nous aidaient dans l'au-delà pour comprendre certaines choses ici sur Terre. Et c'était un beau message de dire que si on n'avait pas d'autre intention de rire que pour rire, c'était de l'amour en fait. Et c'était ça le message que je voulais vous faire passer, c'était rire pour rire, bah c'est de l'amour et rien d'autre. Voilà, bonne journée tous les Nuréens, je vous embrasse. Le témoignage qui va suivre nous a été envoyé par Pascal qui revient pour nous sur une expérience fascinante. Une expérience que nous sommes nombreux à espérer vivre un jour. Nous sommes en 1987 dans les environs de Quimper et Pascal a la chance d'observer un ovni durant de longues minutes. Je vous propose d'écouter son histoire. À tous les Nuréens. J'ai regardé avec beaucoup de plaisir les témoignages et j'ai eu, cher Guillaume Nora et tous les Nuréens, envie de partager le mien, qui est très différent puisque c'est un témoignage sur une rencontre avec un ovni, ce qu'il faut bien appeler un ovni, qui a duré pendant un petit moment. Alors venons au fait, c'était en 87, dans la région de Quimper, en Bretagne, dans le Finistère. Et à cette époque-là, j'habitais sur une colline à l'ouest de Quimper, qui dominait un petit peu Quimper. C'était un soir d'été, il faisait vraiment très très beau. Il y avait le ciel parfaitement étoilé et clair. Et je sortais, comme tous les soirs après le film, le chien. À l'époque, j'avais un dog allemand, adorable d'ailleurs. Et pour la petite anecdote, ce chien avait deux phobies. Les écureuils, dès qu'il sentait un écureuil dans un arbre, il devenait dingue. Et les avions. Dès qu'il y avait un bruit dans le ciel, un hélicoptère, un avion, il supportait pas, il aboyait comme un fou. Donc j'étais tranquille, je sors mon chien, on se promène sur un petit chemin à flanc de colline. Donc il y avait la nature sur ma gauche et la ville sur ma droite et le ciel étoilé, le chant des grillons, c'était super. Donc je me détendais, je me promenais tranquillement. Et puis au bout d'un moment, une lumière attire mon attention. C'était bizarre parce que je voyais des lumières qui changeaient, qui clignotaient, qui étaient visiblement en suspension au-dessus de la ville, mais pas franchement sur le ciel. C'était assez bas sur l'horizon, assez bas sur la ville. Ça se confondait un petit peu, mais c'était quand même bien au-dessus. Puis surtout, c'était toutes les couleurs. C'était rouge, vert, jaune, blanc, et ça changeait, ça tournait. C'était vraiment... je me dis, c'est curieux ce genre de couleur. C'est pas un avion c'est rouge ou bleu, pardon, vert, c'est rouge ou vert, ou blanc. Mais il n'y avait pas de rose, il n'y a pas de jaune, c'était vraiment très, très curieux. Donc je regarde cet objet qui était vraiment multicolore, pas en même temps, hein, c'était la même lumière qui changeait. C'était pas plusieurs lumières en même temps, c'était la même lumière qui changeait de teinte. Et je fixe ce truc et je vois qu'au-dessus de cette lumière, il y a plus ou moins une masse sombre que j'arrivais à deviner par rapport aux lumières de la ville qui étaient derrière et qui étaient cachées par moment par cette masse. Et il y avait absolument aucun bruit parce que je me promenais. Et il va sans dire qu'en 87, je n'avais aucune espèce de culture ufologique. On n'en parlait pas. C'était vraiment un domaine pour les huluberlus, on va le dire. Et moi, j'étais vraiment dans un domaine très cartésien, voire scientifique. Donc, c'est vraiment pas une chose. Donc, je commençais à me dire, bon, c'est curieux. Bon, ça ne peut être qu'un hélicoptère puisque c'était statique. Je me dis, bon, c'est un hélicoptère, elle doit faire des recherches, ou je sais pas. Et puis, au bout d'un moment, quand même, cette lumière s'était rapprochée de moi, s'était rapprochée de la colline en ligne directe, comme ça. C'était vraiment pas loin, quoi, 200 mètres. Et là, je me dis, cette distance-là,
je devrais entendre le barouf d'un hélico. C'est quand même très bruyant, un hélico. Et là, pas un bruit. Et pour me rassurer, je regarde le chien, qui justement supporte pas les bruits dans le ciel. Le chien, absolument serein, continue à faire sa promenade. Bon, je me dis, je fais pas plus attention que ça. Je continue à regarder les étoiles, le ciel, la campagne, les arbres, enfin, qui étaient plutôt des ombres, hein, parce qu'on était quand même nus, mais une nuit très claire. Je continue à marcher, et là, je sursaute, parce que mon regard revient quand même sur cet objet, parce que je me disais que c'était quand même curieux. Mais j'avais aucune espèce de peur, préoccupation, et surtout aucun a priori sur ce que je voyais. Et le truc était hyper près, quoi. Je sais pas moi, même plus 50 mètres. Et là quand même, je me suis arrêtée vraiment surprise. Surtout qu'il avait changé de lumière. Il n'y avait plus les petites lumières multicolores. Il n'y avait plus qu'une seule lumière blanche. Et donc je me dis, mais c'est vraiment bizarre ce truc. Donc je m'arrête. C'était toujours pas le moindre bruit. Le chien se promenait tranquillement. Donc pas le moindre bruit. Et c'était à quoi? À peut-être au maximum 100 mètres, peut-être moins de moi. Donc je voyais une masse noire, et puis cette lumière blanche qui n'avait rien de violent, qui était vraiment juste une lumière blanche un peu bleutée, un peu légèrement diffuse, et qui clignotait. Et toujours pas le moindre son. Et il n'y avait pas de vent, en plus cette nuit-là, il n'y avait pas un souffle de vent. Pas le moindre son. Puis tout d'un coup la lumière a arrêté de pulser, en quelque sorte, de clignoter. Elle est devenue fixe. Et là, je regarde, fascinée, hein, totalement fascinée par ce que je voyais, et je m'aperçois qu'en fait, pendant que je la regardais et que je pensais qu'elle était statique, elle s'était élevée dans le ciel, parce que, en accélérant, à un moment, j'ai compris qu'en fait, la lumière que je suivais des yeux depuis tout à l'heure était arrivée au niveau des étoiles. Elle était à peine plus brillante que les étoiles. Et là, elle a accéléré, fait un virage à angle droit, et elle a littéralement disparu, tellement la vitesse était hallucinante. Elle s'est volatilisée de vitesse, en fait. Et tout ça après un virage à angle droit. là, pour le coup, je me suis vraiment posé des questions. Je peux vous dire que j'ai sacrément sursauté. Et j'ai eu la conviction profonde que ce que je venais de voir n'appartenait pas à notre monde. C'était impossible que quelque chose de terrestre soit capable de faire ce que je venais de voir. Et a posteriori, j'ai eu quand même un peu peur, parce que c'était quand même super près. Et j'ai passé un sacré moment à côté de cet engin, facilement une demi-heure, le temps de la promenade habituelle du chien. Donc je suis revenue à la maison. Bien sûr, j'ai dit, venez voir. Il n'y avait plus rien à voir. Je savais bien, je l'avais vu partir. Ceci pour dire que c'était vraiment, ça a changé ma vie, parce que après, depuis, voilà, je me suis intéressée bien sûr aux secousses volantes. J'ai découvert tous les dossiers d'ufologie. J'ai découvert plein d'autres choses, et notamment grâce à Nurea TV. Et c'est vrai que j'ai eu il y a eu quand même des choses qui se sont passées au niveau de mes comportements par la suite. Figurez-vous que sur cette colline où j'allais me promener régulièrement, eh bien, je me suis sentie appelée par un arbre. Il y avait une grande allée de hêtres absolument magnifiques. Ils étaient tous super beaux, très gros, c'était des beaux arbres. Et il y en a un, je sais pas pourquoi, on était copains. Et à chaque fois que je passais par là, et je lui faisais toujours un câlin, je lui disais toujours un truc totalement improbable de ma part, avant cette rencontre. Et malheureusement, j'ai perdu mon arbre. J'ai eu un très gros chagrin, parce que on a eu un cyclone en 87, et mon arbre a été abattu. Il est mort. D'ailleurs, j'ai pleuré. J'ai été voir mon arbre et j'ai pleuré. J'ai essayé de le consoler d'être mort, parce que c'était vraiment un ami. Et j'avais l'impression qu'on se parlait. Et depuis, j'ai pas rencontré d'autres arbres avec lesquels j'ai partagé comme ça plein de choses.
Voilà. Bon, ben merci les amis, au revoir. Et puis, ben, écoutez, vraiment, continuez, Nora et Guillaume, c'est fantastique ce que vous faites. Au revoir. Déjà très réceptive aux dimensions subtiles, Elsa partage avec nous un événement consécutif à une opération de l'oreille interne, événement qui l'a grandement confortée dans son rapport avec l'invisible. Merci beaucoup Elsa pour ton témoignage, pour le message qui introduit cette vidéo et pour le magnifique panorama que tu nous offres à la fin de celle-ci. Bonjour à tous les Nuréens, bonjour à Nora, à Guillaume, à toute la magnifique équipe de Nuréa TV. Voilà, je voulais profiter de cette petite vidéo déjà pour vous remercier chaleureusement du travail formidable que vous faites, voilà, avec une éthique et un respect pour les croyances de chacun, le rythme de pensée de chacun, pour l'aspect pluridisciplinaire aussi de votre chaîne, pour votre humilité qui invite tout un chacun à être dans le doute, à ne pas s'agripper à ses croyances pour pouvoir grandir en conscience. Et puis surtout, voilà, cet accès libre, cette démocratisation de l'accès à la formation. Vraiment, merci du fond du cœur. Et j'encourage tous vos spectateurs à faire un don mensuel, ne serait-ce que d'1 ou 2 euros. Avec tous les abonnés que vous avez. Là, si chacun y mettait un peu du sien, je pense que vous pourriez déployer tous vos projets d'une manière fantastique. Voilà, alors ma petite histoire, on y arrive. Déjà que je me présente peut-être, donc quand je vous suis sur votre chaîne, c'est sous le nom de ZAZA plus loin Lucine, Lucine, en fait c'est tout simplement mon compte Facebook. Mais vous avez déjà entendu parler de moi en tant que Elsa lors d'une interview de Laurent Boulanger, où il a expliqué comment il avait rencontré les dragons. Et en fait, c'était grâce à moi, si je puis dire, en tout cas avec moi, voilà, que cette rencontre a pu se faire. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas forcément vous parler des dragons, même s'il y aurait des tas de choses à en dire. Voilà, je ne vous cache pas que c'est une de mes grandes passions. Mais avant d'aborder des thèmes un peu flyy, comme dirait votre ami Colin Chabot, là que j'adore, j'ai choisi en fait une expérience qui a été pour moi un élément de bascule, c'est-à-dire que pendant de nombreuses années, tout ce qui était qui relevait du mystère, de ces choses-là, je le reléguais au champ de mon imaginaire, d'un espace un peu privé finalement et ludique en moi. En me disant que voilà, je faisais de mal à personne, j'avais bien le droit de fantasmer ce que je voulais, et puis en même temps, voilà, je ne m'autorisais pas non plus à y apporter plus de crédit que ça. Sauf que cet événement-là m'a un peu acculée et m'a un peu obligée à voir les choses différemment. Donc je vous raconte cette petite histoire. En fait, il y a plusieurs années maintenant, j'ai perdu l'audition des 2 oreilles par une maladie, voilà, qui a calcifié les 2 étriers. Vous savez, c'est le plus petit os qui transmet le son à la cochlée. Et du coup, il a fallu en fait opérer. Alors c'est de lourdes opérations, donc ça s'est fait avec 6 mois d'écart pour chaque oreille. Et je vous passe le détail de l'opération, mais globalement, il faut ouvrir le tympan, passer dans tout le canal auditif pour arriver jusqu'à l'oreille interne, casser l'étrier, enlever les gravats, changer ça, mettre une tige en téflon, la sertir sur l'os d'avance, piquer ça dans la cochlée. Voilà, c'est un gros boulot. Et si je vous décris ça en détail, c'est pour que vous ayez une petite idée des effets secondaires. C'est-à-dire que quand je suis rentrée chez moi après l'opération, il s'est développé une cohorte de tous les symptômes consécutifs à l'opération qui n'étaient pas joyeux. C'est-à-dire que déjà, j'étais incapable de me tenir debout parce que j'avais des vertiges à n'en plus finir. Autant vous dire que même pour aller aux toilettes, c'était un peu folklorique. J'avais des nausées parce que moi j'ai pas le pied marin, donc quand je tiens pas debout, et voilà, rapidement ça me donne la nausée, donc impossible de manger aussi. Des douleurs incroyables dans l'oreille, donc quelque chose de très entêtant, et puis cette sensation, vous savez, du cœur qui tapait là contre le tympan, donc impossible de dormir aussi. La seule position où j'avais le moins de vertige, c'était allongée, donc je suis restée allongée. Sauf qu'au bout d'1 jour et demi, autant vous dire que je m'ennuyais ferme, vous voyez. Et que je commençais à en avoir un peu ras la casquette. Et à cette époque-là, j'avais acheté mon tout premier livre de Yann Lipnik, d'une manière que j'avais pas du tout assumée, c'est-à-dire que j'avais dit que c'était pour une copine qui s'intéressait à ça, bref, j'avais pas du tout assumé le truc, quoi. Et dans ce bouquin-là, j'avais lu que chaque personne
avait, suivant son jour, son heure de naissance, des anges qui veillaient sur elle, etc. Bon, puis j'avais regardé ça un peu comme on regarde l'horoscope, quoi. Je m'étais pas plus attachée à ça. Et sauf qu'au bout d'un jour et demi de déroute, j'étais prête à prier tous les saints du calendrier, vous voyez. Donc me revient cette idée des anges gardiens, et je m'adresse à eux tel que je vais vous le dire là, c'est-à-dire du fond du cœur, mais sans les formes, vous voyez. Et je leur dis, franchement les gars, si j'ai des anges gardiens, si vous avez des potes là qui peuvent m'aider, ou si vous pouvez faire quelque chose pour moi, c'est le moment. Franchement, c'est le moment ou jamais de faire un truc pour aider Bibi. Puis bon, pas mieux. Et tout de suite, très rapidement en tout cas, je vois une grosse main qui arrive et qui, du bout du doigt, me tape le bout du nez. Alors quand je dis que je vois, c'est dans mon imaginaire, dans ma vision intérieure. Et j'entends qu'on me dit, bah alors petite fleur, qu'est-ce qui t'arrive ? Et là, je me dis, Elsa, ça s'arrange pas, mais bon, en même temps, au pire des cas, tu te fais quoi ? Une séance d'auto-hypnose où tu passes le temps avec ton imagination, qu'est-ce que tu as à perdre ? Roule. Donc je roule. Et donc j'explique ma situation, ma requête, mes douleurs, etc. Et puis je vois qu'on rentre dans mon oreille et j'entends, bah dis donc, ils sont rudement malins ces humains. Alors, bon, ça me fait sourire et puis pas mieux. Et je vois qu'on rentre jusque dans l'oreille interne où à partir de la cochlée, on déroule une bande enduite d'onguents et qu'elle est déroulée vraiment très soigneusement tout le long du tympan, tout le long, pas du tympan, mais du canal auditif en remontant jusqu'au tympan. Et arrivé au niveau du tympan, je vois qu'on sort une sorte de bâton et j'entends psalmodier. La porte, et puis j'entends pas la fin de la chanson. Je comprends qu'il y a une sorte de prière de chantée qui doit être dite. Et au moment où ça s'arrête, en l'instant, mais vraiment en l'instant, plus aucun symptôme, plus aucune douleur, plus aucune sensation de nausée. Je me redresse un peu, j'avais plus de vertige. Et là, je ne vous cache pas que j'ai été prise un peu d'effroi, que mon scepticisme était un peu mis à mal. Et du coup, dans l'état de panique, je demande à qui je devais dire merci. Et là, j'entends et je vois s'afficher dans ma tête Raphaël. Sauf que pour moi, les anges et les archanges étant réduits à des bondieuseries jusque-là, je ne voyais pas du tout qui c'était Raphaël. Et en bonne psy que je suis, je me suis dit, bah alors, qu'est-ce qui fait que j'ai pensé à quelqu'un qui s'appelle Raphaël ? Donc je commence à chercher. Et puis bien évidemment, le temps que je cherche, j'ai pas trouvé et j'étais tellement épuisée que je me suis endormie. J'ai dormi une bonne quinzaine d'heures. Et quand je me suis réveillée, je pétais le feu. Plus aucun symptôme, la forme olympique, tout allait bien. Et donc quand même, cette histoire m'avait un peu marquée. Donc je fais comme tout le monde, je vais sur Google et je tape « Ange Raphaël ». Et donc là, je découvre évidemment que Raphaël n'était non pas un ange, mais un archange, et un archange de la médecine. Autant vous dire que ça m'a un peu troublée, et pour autant, je me suis dit qu'il y avait peut-être un coup à jouer sur la prochaine opération. Donc j'ai demandé à Raphaël s'il pouvait m'accompagner pour l'opération de la seconde oreille. Et il s'est avéré que pour la seconde oreille, au grand désespoir des infirmiers dans le suivi post-opératoire, je n'ai eu aucun symptôme. Je me suis remise en 2 temps, 3 mouvements. J'ai eu aucune douleur, aucun vertige, aucune nausée, rien. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'espère que ça vous incitera, ça vous invitera vous aussi à la réflexion, sachant que je n'ai pas d'explication à ce jour. Plus je m'intéresse à ces sujets-là, d'ailleurs, plus j'ai de questions. Je ne rentrais pas dans un dogmatisme ou quoi que ce soit, mais juste ça m'a vraiment interpellée sur ce qui pouvait se passer de subtil et dans les champs qui m'échappaient totalement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie encore chaleureusement pour tout le travail que vous faites. Puis je vais peut-être vous montrer un tout petit bout du paysage qui est derrière moi. Voilà, histoire de vous faire voyager un peu. Allez, prenez soin de vous, bonne continuation. Jeff partage avec nous une expérience qu'il a vécue suite à une chute grave, une chute qui l'a plongé dans ce que nous pourrions appeler un état de conscience modifié. Cette histoire n'est pas sans nous rappeler des témoignages consécutifs à des expériences de mort imminente ou encore à des expériences de sortie de corps. Un grand merci à toi Jeff pour ce témoignage. Bonjour, alors moi je m'appelle Jeff et je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue vers les 16 ou 17 ans. Je me souviens plus trop, je pense que c'est plutôt vers 17 ans. J'étais en vacances en camping et
On a décidé de jouer à un jeu avec des camarades de vacances. Et j'ai fait une chute au sol et je me suis cogné la tête et j'ai perdu connaissance. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé dans le noir total. Donc pas de souvenir, pas de sensation de chaud, de froid, rien, aucune sensation physique. Je me sentais extrêmement léger, j'étais bien, je savais pas qui j'étais complètement amnésique et j'étais dans le noir total. Et j'étais bien, je savais pas où j'étais vraiment bien, j'avais envie que ça dure pour l'éternité. Et je suis resté là un certain temps. Je sais pas si ça a duré quelques secondes ou des années, j'en ai aucune idée. Mais c'est resté un temps vraiment agréable, quelque chose de très positif. Puis au bout d'un moment, je vois au loin apparaître comme sur la droite, comme une pellicule photo qui commence à défiler comme ça. Et ça se rapproche vers moi de plus en plus proche. Et dans chaque case de cette pellicule photo, il y a plein de scènes qui sont animées, qui bougent. Alors c'est des personnes dans différentes époques. Et à un moment donné, ça s'arrête sur une des images. Donc à gauche aussi, il y avait plein d'images qui étaient animées, à droite aussi. Mais ça s'est calé sur une seule image de la bobine qui était animée. Et l'image est venue vers moi, ou c'est moi qui allais vers l'image, ça je sais pas. J'arrive pas à savoir si c'est moi qui allais vers l'image ou l'image qui venait vers moi. Mais c'était une espèce de scène, de film, enfin je sais pas ce que c'était à ce moment-là. Et je commence à traverser cet écran, cette grande image qui prend tout mon champ de vision, et tout à coup ça devient réalité. C'est-à-dire que c'est plus une image, c'est de la 3 dimensions, je suis dedans, et je vois des scènes, mais tout est monochrome dans les tons jaunes. Et je vois un bâtiment devant moi, une cour. Je vois des poteaux aussi devant moi. Comme au début, j'ai cru avoir été au Mexique. Pour moi, j'étais au Mexique, je sais pas pourquoi. Et je vois des gens, quelqu'un courir autour d'un bâtiment, et je voyais à travers le bâtiment. Donc je voyais la personne faire le tour. Et je comprenais pas. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais toujours amnésique, mais j'avais une vue d'en haut. Et à un moment donné, je commence à me sentir aspirer et hop, je reviens dans mon corps. Et à ce moment-là, la première chose que j'ai à faire, c'est je me relève et je regarde aussitôt par là où je venais. Et je voyais rien, je voyais le ciel étoilé et je comprenais pas. Je dis mais pourtant je viens de là. Et là, tous mes souvenirs sont revenus. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'avais fait une chute au sol assez grave. Et j'ai même gardé une cicatrice et j'ai dû être cousu par un médecin. Et voilà, donc cette expérience, alors ça s'apparente à une NDE, mais j'étais pas en train de mourir, donc c'est un mélange de NDE et de sortir hors du corps. Donc c'est un voyage astral en fait. Et dans toutes mes recherches que j'ai faites par la suite, j'ai trouvé aucun témoignage de sortie hors du corps ou de voyage astral où on se retrouve totalement dans le noir, où il n'y a rien, où on n'a pas de souvenir. Donc à ce moment-là, je pense que j'étais dans un état de je suis ou du moi profond et dans un vide absolu et une sensation de bien-être totale. J'ai juste trouvé 2 témoignages dans un livre de témoignages de sortir du corps, mais les 2 autres témoignages, eux, ils étaient en panique, ils étaient terrorisés, ils étaient vraiment pas bien. Moi, j'étais bien et vraiment en harmonie. Donc voilà pour mon partage d'expérience, donc en espérant que ça en parle à certains. Merci à vous. Quand Lilou partage avec nous une expérience vécue en présence de ce que nous appelons communément des fantômes, elle le fait avec si peu de peur et avec tellement de naturel que c'est un réel plaisir que de l'écouter nous narrer cette étrange nuit passée dans un château déjà habité. Bonsoir Nora, bonsoir Guillaume, bonsoir les Nuréennes et les Nuréens. Tout d'abord, un grand merci à Nuréa TV pour le travail que vous faites et un grand merci aux intervenants qui viennent dans votre émission. Alors voilà, je me présente, je m'appelle Lilou. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée durant l'été 2018, alors que je me trouvais en France, pas très loin de la Bretagne. J'étais venue rendre visite à un ami qui était gardien sur une propriété privée sur laquelle était édifié un petit château qui avait été construit au XVIe siècle. Donc cet ami gardait les lieux. Il avait une petite maison indépendante à côté du château. Et c'est lui qui s'occupait de la propriété. Je ne vais pas dire le nom parce que c'est une propriété privée. Donc voilà. Alors, il m'avait raconté qu'il s'y passait énormément de choses et qu'en fait, il n'était pas tout seul sur cette propriété. Notamment qu'il y avait une dame avec des enfants qui étaient là, dans le monde invisible, le monde d'à côté.
et que souvent, les enfants venaient lui rendre visite. Donc, ayant été prévenue de cela, moi, je me suis dit, bon, de toute façon, moi, je vois jamais rien, donc il ne pourra rien m'arriver. Et en fait, un soir, alors que j'étais en train de dormir, donc j'ai entendu dans mon sommeil, en effet, les enfants, enfin, je suppose les enfants, hein, on va dire ça, qui couraient dans les combles de la maison. Ça m'a pas perturbé plus que ça, puisque comme il m'avait dit que je risquais d'entendre des bruits, voilà. Donc le lendemain, j'avais dit, ah ben oui, tu as raison, j'ai entendu courir cette nuit, mais bon. Ça, c'était donc le premier soir. Ah, le deuxième soir. Alors le deuxième soir, c'est là où je vais en venir. Il était donc ce soir-là, sa petite chienne avait décidé de venir dormir avec moi sur le lit, au pied de mon lit. Donc voilà, donc je m'endors normalement. Et tout d'un coup, en plein milieu de la nuit, j'entends une sonnerie. Alors pensant que c'était le réveil, je sais pas, j'attrape mon téléphone, je me dis qu'est-ce qui se passe, j'ai mis le réveil, j'allume la lumière, rien, et en fait la sonnerie, j'écoute et ça venait de la cuisine. La petite chienne au pied de mon lit ne bouge pas, donc je me réveille à moitié endormie, je rentre dans la cuisine et je cherche, et là je vois qu'il y a un genre de radio réveil. Et donc j'appuie sur les boutons et je vois qu'il est minuit, 00.00. Donc je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je me suis dit, mon ami a dû vouloir mettre le réveil peut-être à midi et ça sonne à minuit. J'écoute, il se réveille pas, bon, j'éteins et je retourne me coucher. Je me rendors et quelques temps plus tard, à peu près une demi-heure plus tard, voilà à nouveau que j'entends une sonnerie. Donc je me dis, je me réveille encore en sursaut, j'allume la lumière, la petite chienne ne bouge toujours pas, je vais dans le couloir, je regarde vers la chambre de mon ami qui ne se lève pas, je retourne dans la cuisine, à nouveau je me dirige vers le radio réveil, et là non, radio réveil il est bien éteint, et tout d'un coup je vois les boutons de la machine à laver qui clignotent, tout est rouge, ça clignote de partout et ça bip et ça bip. Bon, ok, j'essaie d'appuyer sur tous les boutons. Je me dis toujours pareil, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais sans plus, hein, sur le moment, sans plus. Et je retourne me coucher. La petite chienne ne se réveille toujours pas. Ok. J'essaye à nouveau de me rendormir. Donc, un petit peu de mal, mais bon, ça va. J'arrive à reprendre sommeil. Et puis, je suis à nouveau réveillée par des petits bruissements comme si on froissait quelque chose. Donc là, je sursaute et je me dis, oh mince, c'est peut-être la petite souris, parce que la veille, en fait, j'avais été réveillée par une petite souris, parce qu'on est dans un endroit, c'est que c'est la campagne, une petite souris qui était montée sur moi et dans le lit. Et je me suis dit, mince, la petite souris doit être de retour et la chienne, elle va se réveiller et puis elle va aller la manger, quoi. Donc je rallume la lumière, je regarde aux alentours, je regarde par terre, pas de petite souris, et la chienne, toujours endormie. Je dis, bon, bizarre cette histoire de froissement. Et pour l'instant, voilà, toujours pareil, je pense à rien d'autre. Et là, j'ai du mal encore à attraper le sommeil parce que bon, ça passe, je me tourne dans mon lit, je me retourne. Et allez, à nouveau, le petit bruissement du papier qu'on froisse, encore. Donc, j'écoute, je rallume vite la lumière. Et là, je regarde, et là, qu'est-ce que je vois? Par terre, donc juste à côté du lit, un papier de biscuit que j'avais mangé quelques heures auparavant et qui se trouvait en fait sur le meuble, qui était à côté du lit. Et ce papier n'était pas tombé, je ne l'avais pas fait tomber puisque quelques instants auparavant, j'avais allumé la lumière et le papier, il était bien sur la commode. Donc là, je vois le papier par terre et tout d'un coup, je comprends. Je me dis, bon, là, c'est bon, quoi. Là, ils sont là, quoi. Alors, est-ce que ce sont les enfants qui veulent me faire une blague? Qu'est-ce qui se passe, tout ça? Donc là, je suis quand même un peu fatiguée, parce que c'est la nuit. Donc, je prends le papier, et là, je me mets à parler. Je dis, bon, écoutez, hein, les gars, si vous avez envie de vous amuser, pas de souci, mais par contre, laissez-moi dormir, et moi, je mets le papier dans la poubelle, dans la cuisine, et allez vous amuser, continuez à vous amuser dans la cuisine, mais moi, je veux dormir. Et donc je retourne me coucher, mais sans aucune crainte ni aucune peur, hein. Et là j'essaye encore de me rendormir, c'est difficile à se rendormir, là il doit être à peu près vers les 2h du matin, ça dure depuis minuit cette histoire. Et à nouveau je plonge dans un sommeil profond et
quand soudain, je sens qu'on me touche les pieds. Donc au début, dans semi-sommeil, je pense à la petite chienne, peut-être qui monte sur mes jambes, parce qu'elle ne s'était toujours pas réveillée, même avec l'histoire du papier auparavant. Et donc je continue à dormir, et puis je sens cette fois-ci qu'on me tire les couvertures. Alors là cette fois-ci, j'explose. En fait, j'allume la lumière, encore une fois, et là, je saute du lit, je dis, écoutez, je me suis mis à les gronder, quoi. Maintenant, ça suffit. Vous allez me laisser dormir, parce que je commence à en avoir assez de vos histoires, là, de votre amusement. Moi, ça m'amuse pas du tout. Maintenant, stop. À ce moment-là, la petite chienne ouvre enfin les yeux, donc elle se réveille. Mon ami, donc, vient taper à la porte en me demandant, qu'est-ce qui se passe? Donc, je lui explique qu'il a été 3h moins le quart du matin. Je regarde l'heure, 3h moins le quart. Donc, en fait, je lui explique tout ce qui s'était passé depuis minuit. Et en fait, il n'avait absolument rien entendu. Donc voilà. Donc moi, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas du tout eu peur. Je trouve que c'était une super expérience d'avoir pu ressentir, entendre ce genre d'événement. Et pour finir l'histoire, quelques mois plus tard, donc cet ami s'est retrouvé à la retraite et a quitté les lieux. Mais avant de partir, il a réussi à faire monter la dame avec les enfants, dans la lumière de l'autre côté. Et je trouvais ça formidable qu'il ait réussi à faire ce passage-là. Voilà, c'était mon expérience. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et je vous dis à bientôt, peut-être pour une autre histoire, parce que j'en ai d'autres à raconter. Christophe est passionné d'ufologie, une passion qui l'a amené à s'intéresser aux travaux de Nikola Tesla. Dans cette vidéo, il revient pour nous sur une étrange observation maritime dont sa femme et son fils ont été témoins. Il en profite également pour nous faire part de ses réflexions, de ses recherches sur les travaux du très célèbre scientifique américain. Bonjour Nora, bonjour Guillaume, bonjour à tous les Nuréens. Je m'appelle Christophe et je m'intéresse à l'ufologie depuis à peu près une dizaine d'années et il m'arrive depuis 2016 un certain nombre de faits étranges depuis que je m'intéresse beaucoup à Nikola Tesla. Je publie mes recherches sur la chaîne YouTube Chris et Son où je démontre que Nikola Tesla avait découvert l'antigravité. Et des événements surprenants ou étranges sont intervenus un mois plus tard, en août 2016. C'est ce que je vais raconter maintenant. Le 18 août 2016, je suis en vacances à Pornichet avec ma femme et un de mes fils. Et jusqu'à présent, il a fait très très beau. Et ce jour-là, il fait très lugubre. Il est 15h, il fait presque noir, tellement c'est couvert. Et ma femme et mon fils vont quand même faire une balade le long de la plage. Et ils marchent en direction de la plage de Saint-Nazaire. Et ils voient un paquebot dans la brume, très bizarre, qui fait face à un blocos qui est au loin. Et ils sont étonnés parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'il fait ce paquebot, il n'a rien à faire là. Et ils continuent à marcher en direction du paquebot justement. Et à un moment, ils passent derrière un restaurant, ils perdent la vue sur le bateau et quand ils débouchent ils retrouvent la vue, le bateau n'est plus là. Alors ça les surprend, mais ils se disent que le bateau a dû passer de l'autre côté dans la crique, un peu plus loin, et ils marchent jusqu'au bout de la balade pour aller voir le bateau. Et quand ils arrivent dans la crique suivante, le bateau n'est pas là, il a totalement disparu. Donc là, ils sont un peu surpris, ils reviennent me raconter cette histoire. Et donc le fait qu'il y avait un blocos et que c'est quelque chose de lugubre, ça me faisait penser moi, au débarquement ou à la Seconde Guerre mondiale. Et je cherche sur Internet parce que ça me rappelle une histoire de porte spatio-temporelle que j'avais lue dans le magazine Top Secret. Et je me rappelle qu'il y a eu un bateau coulé à Saint-Nazaire le 17 juin 40. Paquebot qui s'appelle le Lancastria, qui avait tous les soldats anglais qui repartaient en Angleterre et qui a été coulé par les Allemands le 17 juin 40. C'est une catastrophe maritime énorme qui a fait entre 5000 et 10 000 morts donc de soldats qui évacuaient et qui sont morts noyés. Ça remplit à peu près 50 cimetières dans la région, donc c'était une très très grosse catastrophe. Et je veux montrer à ma femme une image de ce paquebot et je me trompe de nom, je tape Lusitania. Et je m'aperçois que Lusitania, c'est un paquebot qui a été coulé au large de l'Irlande donc en 1915 avec 4 grosses cheminées. Et ma femme me dit non, c'est pas ça qu'on a vu. Et auparavant, je vais demander à mon fils, avant de commencer à chercher sur Internet, qu'il me dessine ce qu'ils avaient vu, parce qu'ils avaient du mal quand même à expliquer ça. Et il me dessine juste une coque et un gros mât, ou une cheminée.
mais je comprenais pas trop ce que c'était. Donc il y a cette coque, la cheminée, puis un mât et une boule qui pend du mât. Et donc je m'aperçois de mon erreur avec le paquebot Lusitania, je recherche le nom du paquebot coulé à Saint-Nazaire, je vois qu'il s'appelle le Lancastria, et je fais donc une recherche d'une photo de ce bateau sur le net, et ma femme me dit « oui, c'est ça qu'on a vu ». Alors là, bon, mon sang se glace parce que c'est quand même étrange, et je continue mes recherches sur internet, et là je découvre que un documentaire est sorti le matin même, le 18 août à 9h du matin. Il y a donc un documentaire, on retrouve cette vidéo sur un site qui s'appelle les-docu.com, et donc vous tapez Lancastria, et vous pouvez trouver ce documentaire, et ce documentaire fait 25 minutes, et à 22 minutes et 3 secondes, il y a une photo qui apparaît, le documentaire zoome sur une photo, et là, la photo correspond exactement au dessin de mon fils. Donc là, c'est totalement surprenant. On voit donc la coque, la cheminée, le mât, la boule derrière qui pend, et sauf qu'il manque un peu le début, le nez, il manque le nez du bateau. Mais c'est bien le Lancastria, et ça confirme qu'ils ont bien eu une apparition d'un bateau fantôme. Alors j'ai fini par retrouver aussi d'autres histoires d'apparition de ce bateau dans un livre de Pierre Guilloux qui s'appelle Les Pilotes de Loire, et qui dit que ce bateau est déjà réapparu en 1941 ou 1942. Et où les choses deviennent encore plus étranges, c'est que donc la première idée que j'avais eue était le nom de Lusitania, et dans la vidéo que je venais de sortir sur Nikola Tesla, l'élément clé de la vidéo, c'est un article de journal du 15 octobre 1911, où Nikola Tesla indique qu'il va faire des engins volants extraordinaires, sans ailes, qui peuvent faire du vol stationnaire, sans moteur, on ne saurait pas que c'est des engins volants. Et le début de l'article parle du Lusitania, parce que c'est un article sur ces turbines de Tesla, et il veut équiper le Lusitania de ces turbines, bon, en plus de ces engins volants. Et là, je me dis, donc je le découvre un mois après cet événement, donc du 18 août, je relis l'article de Tesla au mois de septembre, et c'est là que je découvre que Tesla parle du Lusitania dans cet article que j'avais oublié qu'il en parlait. Bon. Et ça m'a amené à retravailler les brevets de Tesla, que j'ai beaucoup étudié, j'ai lu tous ces brevets, et j'ai été amené à faire des conférences. J'ai donné 2 conférences sur les découvertes de Tesla, dont la première à OVNI Paris en avril 2019. Mais en préparant cette conférence, j'ai relu beaucoup d'articles de Tesla, et j'ai découvert aussi un livre qui s'appelle Au-delà de l'impossible de Didier von Covelert, où la médium Geneviève Delpech voit le fantôme de Tesla avec le fantôme d'Einstein aussi, et Tesla lui communique des informations très importantes et qu'elle le communique après à l'auteur Didier von Covelert. Et c'est grâce à ce livre que j'ai pu continuer à découvrir les travaux de Tesla, en particulier autour des ondes scalaires, ce qui m'a obligé ou qui m'a poussé à réétudier l'électromagnétisme, ou à me réintéresser à l'électromagnétisme, et à découvrir donc les phénomènes des ondes scalaires. Et en préparant la conférence que j'ai donnée en 2019, j'ai relu d'autres livres, donc il y a un livre très important qui s'appelle le Cold War Secret Technology de Jiří Vassilatos. Et là, j'ai encore compris, mieux compris les découvertes de Tesla, comme quoi il avait découvert, il interagissait avec l'éther, et ce livre, la préparation de ma conférence, m'a amené à redécouvrir la théorie de la gravitation de Tesla, que j'ai expliqué dans une série de vidéos. Je comprends les fondements de l'électromagnétisme que même James Clerk Maxwell n'avait pas compris ou cherchait à comprendre. J'explique dans la vidéo 28 qu'est-ce qui provoque
le champ magnétique, qu'est-ce qui provoque le champ électrique. Et alors ces informations, je pense que là encore, bon, j'ai été guidé pour trouver ça. Et dans la vidéo 29, je comprends l'interaction entre l'électromagnétisme et la gravitation qu'avait trouvé Tesla dès 1892. Et donc j'explique ça dans une vidéo. Et ensuite, j'ai été amené encore à redécouvrir que les idées de Tesla sont carrément une alternative à la relativité générale, parce qu'on retrouve les mêmes résultats que la relativité générale, mais en partant d'hypothèses totalement inversées par rapport à Einstein, en prenant les hypothèses de Tesla. J'ai sorti encore une nouvelle vidéo qui réexplique ou qui resynthétise tous les avantages de l'approche de Tesla avec l'éther et qui démontre que tout ce que la science actuelle n'explique pas avec la relativité générale s'explique avec les idées de Tesla. Et je suis convaincu que toutes ces informations ne sont pas parvenues de manière naturelle, ou au moins les événements qui sont décrits dans les livres de Didier von Cauwellert, Au-delà de l'impossible, et dans deux autres livres qui s'appellent Le Dictionnaire de l'impossible ou Le Nouveau Dictionnaire de l'impossible, j'ai aussi reçu donc des informations qui m'ont aidé à retrouver cette théorie. Voilà, et bien je vous dis à bientôt. Dans la vidéo qui va suivre, Charlotte nous fait part des épisodes de terreur nocturne de son fils en bas âge. Phénomène physiologique, simple cauchemar ou contact néfaste avec l'invisible, ces expériences ont amené Charlotte à se faire un avis sur la question et à trouver des solutions à ce problème. Merci beaucoup Charlotte pour ton témoignage qui, je l'espère, pourra être utile aux jeunes parents qui nous écoutent. Bonsoir Nora, bonsoir Guillaume, bonsoir les Nuréens. Alors je m'appelle Charlotte, j'ai 31 ans. J'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes inexpliqués, dits paranormaux, entre l'âge de 12 ans et 19 ans. Donc ça a démarré à 12 ans et ça s'est estompé après 19 ans. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais là aujourd'hui j'ai décidé de vous livrer un témoignage qui ne m'est pas arrivé à moi directement, mais que j'ai vécu de près. C'est arrivé à mon petit garçon. Donc voilà, je vais vous livrer cette histoire. Ça évoquera peut-être quelque chose chez certains d'entre vous. Mon fils est né en juin 2011. J'ai eu une grossesse parfaite, un accouchement sans aucun problème, en douceur. Et voilà, un petit garçon en pleine santé. Tout se passe, je vais dire, plus ou moins normalement, vu que j'avais pas de comparaison possible, comme c'était mon premier, jusqu'à l'âge de 3 mois. Donc jusque-là, il passait toujours pas ses nuits, comme je pense beaucoup de bébés de cet âge. Et je l'allaitais à ce moment-là toutes les 2-3 heures. Voilà. Et là, plus ou moins à l'âge de 3 mois, commence à pousser des hurlements, des pleurs, mais vraiment très intenses, qui le sort du sommeil vraiment directement, presque, donc plus ou moins toutes les 2 heures, pendant toute la nuit. Ces pleurs et ces hurlements durent entre 20 et 40 minutes, et malgré la tétée, ne le calme pas, donc... il prend la tétée, mais aussitôt la tétée terminée, ça repart de plus belle. Et voilà, rien ne le calme. Donc ce phénomène dure et je finis par aller consulter ma pédiatre. Et elle me pose un diagnostic de reflux gastrique qui est fréquent chez les bébés. Donc je reçois du Gaviscon pour le traiter contre ce reflux. Aucun effet avec ce traitement-là. Donc elle me donne quelque chose de plus fort à lui donner et rien ne fait non plus. Je décide d'avoir un autre avis, d'aller consulter d'autres pédiatres, certains gastro-entérologues, voilà,
beaucoup de spécialistes des bébés. Et je vais consulter au total 17 médecins avec diverses spécialisations. Et les diagnostics sont à chaque fois soit gastrique, problème de reflux, soit intestinal, problème de colique. Donc on le traite pour toutes les multiples, pour tous les diagnostics posés et rien ne fait. Les hurlements pendant la nuit continuent, ils se réveillent en hurlant. Ça dure entre 20 et 40 minutes à chaque fois et rien ne fait. Et pendant ces crises de hurlement, il a son corps qui se raidit, il devient tout raide, il a des sueurs froides, enfin, il transpire très fort, il est tout raide, bras le long du corps, enfin vraiment d'une raideur et même il bombe le torse, ce qui faisait croire aussi à un problème de reflux parce qu'il a chaque fois cette position très bombée, donc il se raidit et il se cambre à chaque fois que ces crises de pleurs arrivent. Alors, bon voilà, les mois passent, les années passent et ça continue. Et finalement, il commence à parler et donc pendant ces crises, il se plaint de douleurs. Alors, les douleurs à de multiples endroits. C'est des endroits, pas à de multiples endroits sur la même crise. Donc, à chaque crise, il va se plaindre d'une douleur à un endroit, mais qui ne va pas être le même à chaque fois. Mais ces endroits vont revenir fréquemment. Alors, ce qui revient fréquemment, ce sont les douleurs aux oreilles, parfois la gauche, parfois la droite, douleurs aux genoux, douleurs aux pieds, douleurs à la jambe. Voilà ce qui revient beaucoup. Alors, à son réveil le matin, il n'a aucun souvenir déjà de s'être réveillé pendant la nuit, d'avoir pleuré, d'avoir eu mal, et aucune douleur à ces endroits mentionnés présente le matin à son réveil. Donc voilà, question se pose. On avait une des médecins qui, sur la fin, vers l'âge de 2 ans, nous avait, quand mon fils avait 2 ans, nous avait évoqué les terreurs nocturnes. Alors moi, ne sachant pas ce que c'était, j'ai pris ça pour un synonyme de cauchemar. Et je savais très bien que mon fils ne faisait pas des cauchemars. Je savais bien que ce n'était pas un cauchemar qui pouvait être aussi récurrent, aussi physique, et se répétant plusieurs fois par nuit, durant entre 20 et 40 minutes, jusqu'à 6 fois sur la nuit, parfois même plus. Donc moi, j'avais vraiment balayé cette idée-là qu'elle m'avait proposée. Et là, je veux dire, par rapport aux nuits désastreuses qu'on passait, moi et mon mari, on finit par regarder, par faire beaucoup de recherches sur le net aussi, voir si on a des témoignages similaires. Effectivement, on en a trouvé. Et puis là, on voit de nouveau le terme de terreur nocturne qui revient sur le tapis. Et là, on approfondit un petit peu. Et je pense que ça pourrait être effectivement une bonne explication à ce qu'il vivait, surtout par rapport aux phases de sommeil qui se passent dans le sommeil paradoxal et qui revient 2 heures après l'endormissement. Alors, suite à ça aussi, moi, à mon ressenti, comme j'avais déjà un ressenti assez développé, j'ai commencé, au fur et à mesure des nuits, des crises de pleurs, de réveil, à ressentir vraiment que quelque chose venait de l'extérieur. J'ai ressenti vraiment comme si des entités, ou je ne sais quel mot donner, venaient tirailler mon fils pendant son sommeil. Alors, lui faire je ne sais quoi. Après, j'avais des sensations par rapport aussi à ce qu'il exprimait, aux douleurs, etc. Est-ce qu'on venait
Parce qu'on lui venait lui faire des expériences sur son corps éthérique ou mise d'implants ou même peut-être sur son corps physique. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. J'ai pas d'idée toute faite, mais en tout cas, j'avais vraiment ce ressenti qui était très très fort. Et donc, on a décidé, mon mari qui lui à la base est vraiment très pas du tout ouvert spirituellement, avec ces événements-là, il a commencé à s'ouvrir énormément. Et quand je lui ai parlé de mon ressenti, il a tout à fait, enfin ça lui parlait aussi, et il a pas du tout refusé l'idée que j'évoquais. Et on a commencé par poser nos mains sur notre fils pendant ces crises, pour essayer de l'apaiser. Moi, j'essaie de donner une attention, de repousser toute entité extérieure, vraiment de les chasser, de les repousser. Et mon mari posait ses mains aussi sur la poitrine et le thorax de mon fils. Et ça a permis aux crises de diminuer en durée, vraiment. Donc, ça a duré de moins en moins longtemps. Au lieu de durer de 20 à 40 minutes, ça a duré parfois plus que 10 minutes, parfois 5 minutes. Plus tôt, en fait, on posait les mains entre le début de la crise, plus tôt elle se terminait. Si elle avait été déjà, s'il y avait un stade qui était déjà enclenché, on avait difficile de le ramener, en fait. On avait vraiment cette sensation qu'il était pris, qu'il était, en tout cas, il était plus avec nous, plus avec nous. Et donc, je vais me dépêcher parce que là, on approche les 10 minutes, donc je vais accélérer sur la fin. Voilà, donc simplement, moi, j'ai envie que ça évoque des choses chez des parents dont leurs enfants vivent ça, et qu'on puisse essayer d'en savoir plus, ou d'essayer, en tout cas, si on n'en sait pas plus, d'essayer de pouvoir aider nos enfants, parce que je pense que ça arrive chez beaucoup plus de bébés que ce que l'on pense, que c'est chaque fois mal diagnostiqué. Quand je vois le nombre de médicaments que j'ai donnés à mon fils alors qu'il n'en avait pas besoin, chez un tout petit en plus comme ça. Et voilà. Alors la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que maintenant j'arrive à interagir, parce que quand il avait ces crises-là, il nous entendait pas. Ça veut dire qu'on pouvait lui parler, il n'y avait aucune communication possible. Il nous entendait pas, il était dans un monde différent, et comme un somnambulisme ou je ne sais pas quoi dire. Et donc il n'y avait aucune communication possible, on n'arrivait pas à le calmer, pas à le parler, il nous entendait pas. Et j'ai réussi à passer une étape supérieure, c'est que maintenant, avec vraiment en posant mes mains, en posant une attention, et j'arrive à rentrer en contact. Donc j'ai réussi à ouvrir une petite porte dans le monde dans lequel il est emmené, et à communiquer verbalement avec lui. Donc il a les yeux ouverts pendant cette crise, mais il ne me voit pas. Il ne voit rien, il ne voit pas l'environnement où il se trouve, il ne voit pas sa chambre, il ne voit pas son lit, il ne me voit pas. Il voit beaucoup de choses effrayantes, me dit-il, parce que maintenant j'arrive à communiquer. Alors c'est pas toujours facile, mais j'arrive à rentrer en contact avec lui verbalement, et il me dit: je t'entends, je ne te vois pas mais je t'entends. Et ma voix permet de le calmer, parce que il me dit qu'il est terrorisé. Alors il sait pas, il a du mal à me parler parce que il est plus pris dans les hurlements, il fait plus que pleurer et hurler, donc c'est très difficile pour lui de me parler. J'entends, il peut juste répondre oui ou non à mes questions, mais il est difficile de m'en dire plus, et je peux pas quand il est dans cet état-là, ma seule chose, c'est que j'essaye de le calmer, vraiment, de le calmer et de lui dire écoute, je suis là avec toi, et je vais tout faire pour te ramener le plus vite avec moi dans ce monde-ci, et avec moi. Et voilà. Mais à chaque fois, à son réveil, il n'a aucun souvenir de ça, aucun souvenir de s'être réveillé, aucun souvenir d'avoir des douleurs. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que je suis à 12 minutes 34. Donc merci de m'avoir écouté. J'espère que ça pourra éveiller des choses chez certains parents.
Fabienne nous fait le récit d'une expérience avec l'au-delà faisant suite au décès de son papa. Quand le paranormal et les énergies subtiles s'invitent dans la vie de Fabienne, un récit à découvrir tout de suite sur Nurea TV. Merci beaucoup Fabienne. Bonjour à tous les Nuréens et merci à Nora et Guillaume pour cette Nurea TV qui est magnifique, que j'aime beaucoup et qui aborde des sujets très variés. Alors, j'envoie cette petite vidéo pour les expériences, dans le contexte des expériences un peu paranormales ou extraordinaires. Je me présente d'abord, je m'appelle Fabienne et en fait, voilà, je vous raconte ma première expérience avec l'au-delà. Ça a commencé avec en fait la mort de mon père. Un peu après la mort de mon père, j'avais à l'époque 18 ans et mon futur mari et moi avons décidé de reprendre donc l'appartement où il habitait. Donc nous avons rénové, changé et tout ça. Et très vite, nous avons commencé à constater des bruits de pas, une présence, des observations. Jamais dérangeants ou négatifs, mais plutôt bienveillants. Comme on ne savait pas très bien ce que c'était, moi je constatais juste, sans y faire plus attention que ça. En fait, c'est vrai que c'était une ancienne maison avec un plancher, des escaliers en bois, donc ça a tendance à craquer, mais le fait que ça suit un trajet précis, que ça se localise que dans une certaine pièce, c'était quand même bizarre, et qu'on entendait ce cheminement tous les deux était aussi un petit peu bizarre. Et en fait, tout ça, ça va se préciser à peu près 2 ans après, avec la naissance de notre fille, que nous gardions dans la même chambre que nous, mais cette chambre était séparée des autres pièces avec 2 rideaux que l'on fermait juste la nuit et qu'on ouvrait donc le jour. Et une nuit, on se réveille comme ça, mais sans trop bouger, et on constate qu'une des tentures, des rideaux, une des tentures, était ouverte, se tenait en fait ouverte, comme si quelqu'un avait pris le rideau pour le tenir comme ça et regarder dans la pièce ce qui se passe. Et ça dure 3-4 secondes, la tenture donc ne bouge pas, c'est pas un courant d'air, il y en a qu'une qui bouge sur les 2, l'autre ne bouge pas, et à un certain moment on a l'impression que cet invisible se rend compte qu'il est observé, referme la demi-tenture brusquement, et cette tenture ne bouge pas. Donc elle est fermée, et elle reste fermée sans aucune vague, sans rien. Évidemment, on s'est regardés tous les deux on a vu la même chose, et ma réaction a été c'est rien, c'est papa qui est venu voir si tout allait bien. Bon, on se rendort, on fait pas plus attention que ça, c'est une expérience de plus, juste que le lendemain, pendant la nuit, je fais un drôle de rêve. C'était le premier, je savais pas comment expliquer ça. En fait, je m'endors donc dans mon lit, mais je me vois en train de dormir dans la pièce à côté, dans le divan qui se trouve juste à côté de la porte d'entrée. Je vois que je me réveille parce qu'on toque à la porte. Donc, toujours dans mon sommeil, je me réveille, j'ouvre la porte, et là, de l'autre côté de la porte, qu'est-ce que je vois? En fait, c'est plus du tout la maison où on habitait, c'était la porte qui donnait normalement sur la cage d'escalier, là, donnait sur un chemin de sable, comme ça, qui montait un peu en serpentant, qui montait vers quelque chose de brumeux, lumineux, très clair.
Et devant la porte, je vois mon papa avec un peu plus loin mon grand-père. À savoir que mon grand-père est mort 5 ans avant le décès de mon père. Et mon papa ne me dit rien, il fait juste un signe de la main, au revoir. Il s'est retourné, il a pris mon grand-père par la main, ils ont commencé à monter sur le chemin. Ensuite, ils se sont retournés tous les deux, sans rien dire, sans un signe, ni rien, et ils sont partis tous les deux. Et là-dessus, je me suis réveillée, mais je me suis réveillée dans mon lit. À partir de ce jour-là, effectivement, dans cette maison, nous n'avons plus aucun bruit de pas, nous n'avons plus cette sensation d'être observés. Tous ces sentiments avaient disparu. Il se passe quelques années, on déménage, on va dans un autre pays, on fait construire une maison. Et dans cette maison, il y a de nouveau des phénomènes étranges qui arrivent. Consciente que ce sont des êtres de l'au-delà, mais à l'époque, je n'avais aucune idée qu'on pouvait communiquer avec eux, je n'avais aucune idée qu'on pouvait faire ou intervenir, purifier la maison. Donc, comme je ne savais pas tout ça, bon, on laissait faire tout simplement, on constatait voilà, des choses très bizarres, quoi. Comme par exemple un calendrier qui tombe par terre, mais le clou reste toujours dans le mur. Un énorme dictionnaire qui était bien mis dans sa bibliothèque, qu'on retrouve le lendemain ouvert par terre. Donc voilà, enfin, il y a eu beaucoup d'autres expériences, mais ça c'est vraiment les plus frappantes. Et en fait, ça aurait pu rester comme ça, juste que j'ai eu une épreuve difficile qui a été un divorce très pénible, où je ne me voyais pas du tout comment faire face. Enfin, tout mon monde s'écroulait, j'étouffais, je ne savais vraiment pas quoi faire. Et j'ai appelé une connaissance qui est psychologue pour lui demander quelques conseils. Et elle m'a dit, écoute, là je ne sais pas t'aider, par contre dans 2 jours je vais voir quelqu'un qui est bioénergéticien, si tu veux je parle de toi. Je ne savais pas trop ce que c'était que la bioénergie, donc je dis oui, ok, ça va. Et en fait, elle a été le voir, au moment où elle a été le voir, moi je ne le savais pas, je l'ai su après, j'ai senti clairement que toute cette pression s'en est allée, je savais exactement ce que je devais faire, sans explication, mais c'était le calme, j'étais plus stressée, je savais. C'était bon. Elle m'a téléphoné le soir en me disant, écoute, j'ai parlé avec le bioénergéticien, il m'a dit que c'est d'accord pour lui, tu peux le contacter si tu veux. J'ai dit non, c'est pas la peine, il a travaillé déjà sur moi et c'est fait, maintenant je sais. Je l'ai quand même rencontré 2-3 mois après, où on a eu une discussion d'une demi-heure, 3/4 d'heure, où il n'a fait que parler, il m'a dit ne me dis rien, je te dis moi tout ce que j'ai à dire et si tu as des questions après, on parle. Et en fait, tout ce qu'il m'a dit m'a tellement frappée et m'a tellement remuée que j'ai rien su lui dire grand chose en fait. Par contre, je me suis dit, si lui il est capable de faire ça, tout le monde doit être capable de le faire. Ça m'a apporté tellement de réponses en peu de temps que c'est là que j'ai commencé à chercher et qui m'est arrivé en fait plein de choses. J'ai développé un peu aussi cette capacité, beaucoup avec l'au-delà, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'avais la capacité d'aller voir les vies antérieures des gens. Et j'ai commencé à aider des gens en leur expliquant un peu ce qu'ils avaient vécu dans d'autres vies et quelles étaient encore les conséquences dans leur vie actuelle. Et voilà, enfin, ça, ce serait une autre vidéo à faire sur le sujet. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé d'autres expériences comme de vision d'être de la nature ou entrer en contact avec d'autres êtres. Voilà, j'espère que mon témoignage pourra aider d'autres personnes et sera pour vous intéressante. Merci de m'avoir écouté et regardé
Et peut-être à bientôt. Une fois n'est pas coutume, nous terminons cette émission Témoignages extraordinaires en musique. Cette fois-ci, ce n'est pas moi ni Jean-Pierre Petit qui prenons la guitare, mais Bruno Vny qui nous fait le plaisir de nous jouer une chanson écrite par lui. Bruno nous chante l'histoire de Joséphina, une momie bien connue des Nuréennes et des Nuréens. Bonjour les Nuréens et les Nuréennes. Alors je me présente, Bruno Vny, donc chanteur-guitariste et auteur de romans mystérieux sur Rennes-le-Château, la Bessonnière et son mythique trésor. Et le dernier livre en date, le dernier roman publié aux éditions Edilivre s'intitule Le parapluie de la Bessonnière, l'inimaginable secret du Razès de Bruno Vny aux éditions Edilivre, avec en couverture la mystérieuse Maria Orsic et en guise de parapluie de la Bessonnière, une soucoupe volante des programmes spatiaux secrets du Troisième Reich. Donc toute une histoire fabuleuse d'extraterrestres qui se passe à Rennes-le-Château. Alors, moi, je ne vais pas vous raconter une histoire extraordinaire sur Rennes-le-Château, quoique j'en aurais pas mal à vous raconter, mais je vais vous chanter une histoire extraordinaire et que j'ai écrite sur un air péruvien traditionnel des Indiens Quechua, un yaravi, qui veut dire un air triste. La chanson s'appelle Joséphina et elle est consacrée à cette petite Joséphina qui portait dans son ventre 4 œufs et qui a été retrouvée au Pérou. Donc les fameuses momies de Nazca. Alors je vous chante cette histoire extraordinaire. Joséphina sur un air péruvien traditionnel des Indiens Quechua. Joséphina, elle portait 4 œufs qui couvaient dans son ventre. Ses 3 doigts de non humaine caressaient son ventre dans l'attente qu'ils éclosent un beau jour sans savoir qu'éclosera un jour l'incroyable vérité révélée à l'humanité. Joséphina, il y a si longtemps déjà que vécu tu as. Joséphina, on retrouve à part les Waqueros de Nazca ton petit corps que la mort a épargné pour l'éternité. Car le monde doit savoir la vérité de ton histoire. Joséphina, Joséphina, Joséphina. Nous voilà arrivés au terme de cette 3e émission Témoignages extraordinaires. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et surtout en compagnie de nos témoins de ce soir. Je tenais une nouvelle fois à leur dire un très très grand merci. Merci pour votre témoignage, merci pour la confiance que vous nous accordez en nous envoyant vos vidéos et en acceptant que nous les partagions en Nuréen ce soir. Donc voilà. Vraiment, encore une fois, merci pour votre confiance. Vous les Nuréens, je vous le rappelle encore une petite fois, si vous souhaitez participer à ces émissions Témoignages extraordinaires, vous nous envoyez vos vidéos sur l'adresse mail contact@nurea.tv. Si le fichier est trop gros, vous utilisez un WeTransfer. Si ça marche pas, vous nous envoyez quand même un petit mail et on trouvera une solution. Quoi qu'il en soit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Prenez soin de vous les Nuréens et surtout n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À très bientôt, au revoir.